La compréhension, quoi? Pourquoi? Bonjour à tous. Les services éducatifs de la Commission scolaire des Hauts-Cantons vous offrent cette capsule intitulée La compréhension, quoi? Pourquoi? Dans la même vague que la production de cette capsule s'inscrivent un ensemble de ressources visant à mieux comprendre et intervenir en compréhension en lecture. Mais cette capsule fait aussi partie d'un ensemble plus grand, intervenir là où ça compte, les 5 sphères en lecture. Il est possible que le nombre d'outils offerts varie un peu avec le temps et l'expérience des gens. Lors de l'écoute de la première capsule présentant les sphères d'intervention, vous avez entendu que l'objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la compréhension en lecture. La compréhension semble aller de soi dans l'activité humaine. Imaginez un monde dans lequel les gens se parleraient, mais ne se comprendraient pas. Cependant, comprendre ce que l'on est en train de lire est une activité complexe, car le lecteur doit se représenter ce que quelqu'un d'autre qui n'est pas devant lui a écrit. Comprendre, c'est donner du sens à ce que l'on lit. Comprendre un texte, c'est être capable de construire, de se construire une représentation mentale cohérente à partir de données explicites et implicites du texte et de ses connaissances antérieures. Comprendre, c'est s'engager activement comme lecteur dans un processus complexe qui met en branle des stratégies affectives, cognitives et métacognitives. Pour comprendre, le lecteur devra dépasser le sens littéral du texte. Il peut arriver que l'enseignante et l'orthopédagogue aient besoin de pratiquer certaines habiletés qui se révèlent insuffisantes, besoin d'automatiser certaines habiletés afin de libérer de la place dans le cerveau du lecteur. Mais il est essentiel que l'élève comprenne qu'il agit ainsi, se pratiquer à lire des syllabes par exemple, ou lire avec un peu plus de fluidité, dans le but de lire et comprendre son texte. C'est une prise de conscience qui est essentielle au transfert pour le lecteur. Toutes les habiletés de conscience phonologique, de fluidité et autres, toutes les organisations pédagogiques que vous aurez mises en place afin de permettre aux élèves d'acquérir des habiletés meilleures en lecture, ou encore les activités que vous aurez mises en place pour récupérer des retards ou des manques dans des bases essentielles. Bref, tout ce que vous mettez en place est là pour contribuer à la compréhension. Vous le savez. Mais eux, les élèves, en sont-ils conscients? Faites le petit test suivant. Demandez à vos élèves qu'est-ce qu'un bon lecteur. Vos élèves vous répondront en fonction de leur perception et ils agiront en fonction de leur perception et de leurs croyances. S'ils croient qu'un bon lecteur lit vite, ils liront vite sans comprendre. S'ils croient qu'un bon lecteur a de bonnes notes, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour avoir une bonne note, ce qui ne signifie pas qu'ils auront compris l'ensemble du texte. S'ils croient qu'un bon lecteur choisit de gros livres à la bibliothèque, ils choisiront de gros livres sans tenir compte d'avoir en main un livre à leur pointure. Les élèves doivent comprendre que le premier but de la lecture, c'est de comprendre l'écrit qui est devant eux. Depuis quelques années, il est fortement démontré que de bonnes habiletés en compréhension en lecture sont nécessaires pour réussir dans plusieurs disciplines. En effet, les élèves qui quittent le primaire avec de faibles compétences de compréhension en lecture risquent d'éprouver des problèmes d'apprentissage au secondaire.
difficulté de compréhension égale échec, échec égale décrochage. Les recherches démontrent même la précarité d'emploi qui est liée aux faibles performances en lecture. Une explication donnée par Michel Fayolle et D. Gauncha nous aide à saisir que comprendre est vraiment un processus complexe, car le lecteur doit intégrer les informations au fur et à la mesure qu'elles sont perçues. Pour cela, il faut à la fois mémoriser ce qui a été préalablement traité, en élaborant une représentation mentale qui est cohérente de toutes les informations déjà disponibles, toutes les informations importantes étant disponibles, et cela en s'appuyant aussi sur les connaissances antérieures dont il dispose. Il doit aussi traiter au fur et à la mesure toutes les nouvelles informations en les interprétant et en cherchant assez vite et le mieux possible à les relier de manière signifiante aux représentations antérieures déjà en place dans sa tête. Ouf! La compréhension demande donc de faire plusieurs choses à la fois. Le lecteur doit aussi consacrer une partie de son attention aux marques linguistiques des mots. Et comme si ce n'était pas assez, il doit faire du sens avec ces marques linguistiques. Il doit en plus combler les manques de ce qui n'est pas écrit par l'auteur, mais qui est nécessaire, implicite, mais nécessaire à la compréhension. Puisque toutes ces activités doivent être conduites en même temps et qu'elles demandent une grande dose d'énergie au cerveau, certains processus dits de bas niveau, connaître le bruit des lettres, lire les syllabes, lire les mots, auront avantage à être automatisés rapidement. L'automatisation facilitera une plus grande fluidité. La fluidité facilitera l'accès à la compréhension, qui est un processus de plus haut niveau, plus difficile. Pour comprendre, le lecteur ne peut pas se permettre de mettre un de ces processus de côté. C'est pourquoi il sera essentiel de tous les modéliser et de mettre en place des stratégies pédagogiques qui permettront que le lecteur débutant soit suffisamment accompagné pour qu'il devienne peu à peu un lecteur expert. Le programme de formation de l'École québécoise identifie clairement les composantes de la compréhension à lire, des textes variés. Compréhension, interprétation, réaction, appréciation. Le tout en se donnant de bonnes stratégies, en se donnant aussi des références, c'est-à-dire des connaissances, et en étant en mesure d'évaluer sa propre démarche. C'est ce que le programme et la progression des apprentissages mettent en valeur. À la lumière de nombreuses recherches, 5 habiletés en lecture sont aujourd'hui considérées par de nombreux chercheurs comme des prédicteurs de la réussite en lecture. Nous les appelons les 5 sphères d'intervention en lecture. Ce sont la conscience phonologique, le principe alphabétique, le vocabulaire, la lecture de mots et la compréhension. Les élèves rapidement dépistés au regard de retard ou de faiblesse dans n'importe laquelle de ces sphères et pour qui des interventions judicieuses seront effectuées ont de meilleures chances de réussir en lecture. Voilà pourquoi dans cette capsule dédiée à faire la lecture sur des actions à privilégier pour soutenir les élèves à risque ou en difficulté et pour nos élèves en général, il sera question de gestes pédagogiques reliés à des comportements qui interpellent les bases de la compréhension. Cette capsule ne réduit en rien l'importance des autres composantes du programme. Mais qu'en est-il de toutes ces composantes si les habiletés de base ne sont pas assez solides
pour atteindre la compréhension. Il est facile de constater, grâce aux parties positionnées au centre du graphique, que les 5 sphères sont interreliées. Mais il faut songer aussi qu'une lacune dans l'une d'elles affectera nécessairement la sphère voisine. Pour un élève, la pauvreté, par exemple, de son vocabulaire, rendra beaucoup plus ardue la lecture de mots. S'il ne connaît pas plusieurs mots dans sa lecture, il est difficile pour lui de les lire, donc difficile de les comprendre. Et pour un autre élève, une lecture de mots lente et pénible, un décodage difficile, sans fluidité ou non précis, des inversions, des omissions de lettres dans ses syllabes, rendra vraiment impossible sa compréhension. Depuis de nombreuses années, les outils de planification des enseignants comportent des temps d'arrêt avec enseignement explicite des stratégies avant, pendant et après la lecture. L'arrimage, même stratégie réalisée de manière explicite, même pictogramme utilisé d'une classe à l'autre, et l'arrimage avec l'orthopédagogue permettent à l'élève à risque ou en difficulté de mieux s'y retrouver. Et depuis de nombreuses années, les outils de planification des enseignants comportent aussi des temps d'arrêt qui visent la compréhension d'un mot, d'un bout de phrase, d'un paragraphe ou du texte. De plus en plus de recherches tendent à nous faire saisir l'importance de chacun de nos gestes pédagogiques. Les interventions qualifiées d'universelles, c'est-à-dire offertes à tous, se doivent d'être de qualité afin d'être le plus efficace possible. Alors, pour la compréhension, on pensera évidemment à une bonne planification qui contiendra, entre autres choses, mais de façon limpide pour l'enseignante, un portrait de classe permettant de bien choisir des activités d'apprentissage ajustées au groupe d'élèves. Ça contiendra aussi des étapes structurées, construites dans un modèle d'enseignement explicite, des étapes qui permettent de passer du tous les élèves pour une modélisation à la pratique guidée, à l'accompagnement de quelques élèves, à une certaine coopération entre les élèves pour enfin en arriver de façon progressive et bien étayée à l'autonomie des élèves. Une bonne planification contiendra aussi une régulation, c'est-à-dire un retour, une correction si on veut, rapide et précise et un soutien bien ajusté aux besoins des élèves. Des activités de dépistage et des collectes de données afin d'aider les élèves qui en auront besoin à obtenir quelques interventions supplémentaires. Un bon suivi des progrès, une bonne connaissance des forces et des difficultés de nos élèves. Alors, autant d'éléments vraiment cruciaux, particulièrement dans cet apprentissage qui est long, qui est échelonné sur du long terme et qui est complexe, qui est la lecture. Et devant un élève qui n'avance pas au rythme souhaité, l'enseignant se retrouve devant de multiples hypothèses. C'est alors que notre enseignant adopte, on pourrait dire, une posture d'enseignant enquêteur afin de découvrir ce qui ne fonctionne pas. Un document, guide pour soutenir les interventions pour les élèves en difficulté, donc un document déposé sur le portail de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, aide l'enseignant à diriger ses observations sur certains indicateurs que la recherche donne comme étant plus révélateurs dans le domaine de la compréhension. Alors, petit rappel, dans la capsule fluidité, il a été souligné à quel point l'écoute, un élève qui lit son texte et on l'écoute, peut être révélateur de plusieurs items, tels que la précision,
l'automaticité de la lecture de mots, la justesse des mots aussi, l'intonation qui est offerte au texte. Ces éléments sont donc essentiels, bien importants pour la compréhension, mais vous le comprendrez ici, ils sont répertoriés sous l'onglet de la fluidité. Alors, le premier indicateur qu'il est possible de vérifier en classe, c'est le rappel oral. Dès les premières activités d'écoute de la lecture d'un texte, à la maternelle, au premier cycle, cet indicateur est une source vraiment importante d'informations. La qualité ou la non-qualité du rappel oral peut témoigner de difficultés importantes chez l'enfant, de difficultés qui, quelquefois, n'ont pas rapport avec les bases de la lecture. Donc, il faut vérifier le rappel oral sans lecture chez les jeunes enfants et ensuite on le fera à la suite de lecture chez les élèves un tout petit peu plus vieux. Tout au cours du parcours scolaire, lorsque les questionnements écrits démontrent que l'élève n'arrive pas à répondre avec succès aux questions posées, il devient là aussi, chez les plus vieux, fort judicieux de faire un rappel oral. Il devient fort judicieux de permettre à l'élève de vous traduire dans ses mots ce qu'il a compris. Un certain rappel oral, de quoi parle l'histoire, qui sont les personnages, que font-ils, que dit le texte, est très souvent réalisé en classe, mais peut-être trop peu utilisé de manière plus formelle, comme outil de mesure de la qualité de la compréhension. Le rappel oral mérite vraiment d'être mieux connu. La technique du rappel oral suppose deux conditions importantes. Une préparation, évidemment, de la part de l'enseignant, un texte pour lequel les indices importants du texte ont déjà été relevés, ce qui va faciliter grandement le jugement que l'enseignant va porter sur le rappel, la qualité du rappel de l'élève. Et un certain aménagement, on le devine, qui est nécessaire aussi pour un certain nombre d'élèves qu'il faudra écouter. Pas besoin d'envisager ce système-là pour l'ensemble de la classe. Quelques élèves seulement. Le rappel oral reste sans doute une des meilleures façons d'évaluer la compréhension explicite et implicite de l'élève. Alors, dans le rappel oral, l'explicite, l'implicite, la structure du texte, la séquence ordonnée du texte, chronologique ou pas, sont autant d'éléments très importants qu'il faut recueillir. Différentes techniques de rappel oral, le rappel spontané par exemple pour un texte auquel on va plus demander qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, alors que pour un documentaire, on va plutôt demander qu'est-ce que tu as appris dans ce texte-là. Ou le rappel guidé. Le rappel guidé est davantage fait avec des questions plus précises qui vont permettre à l'élève qui vont permettre à l'enseignant de pouvoir savoir si l'élève a compris toutes les parties importantes du texte. Alors tout ça, ça permet de savoir si l'élève a compris ou pas et quelles parties du texte ont été comprises ou pas. Donc l'élément gagnant pour cette pratique, évidemment, vous l'aurez compris, c'est d'avoir une gestion de classe qui permet, après une lecture, d'écouter un ou deux élèves et de prendre des notes bien paisiblement auprès de cet élève. Autre indicateur de choix, car souvent manqué par nos élèves qui ont un peu plus de difficultés, découvrir les informations explicites, assez souvent ça va, parce qu'elles sont dites telles quelles dans le texte, mais surtout les informations implicites. Lire entre les lignes, comprendre là, ce qui n'est pas écrit. En effet, on sait que certains élèves, et même plusieurs élèves, en difficulté de lecture, s'arrêtent au sens littéral du texte. Ce qui est écrit, ça va, ce qui n'est pas écrit, ça ne sera pas compris. Ils déchiffrent, ils comprennent ce qui est, on dit, à la surface du texte, mais ils sont incapables d'inférer
le sens implicite, c'est-à-dire de trouver les non-dits. Et le matériel de maison d'édition ne révèle pas toujours le domaine ciblé par la question, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire que c'est de la compréhension, mais ils ne nous diront pas si c'est de l'explicite ou de l'implicite. Alors, il est essentiel de conserver un œil critique et de découvrir quelle composante est sollicitée par la question et quel type de questions sont manquées par les élèves. Si nous sommes préoccupés de bien cerner ce qui a été manqué et la fréquence des manques, il sera plus facile de mettre en place des interventions qui vont marquer des points pour les élèves qui en ont besoin, pour ceux qui ont besoin d'être guidés à apprendre à lire entre les lignes. Alors, dans une prochaine capsule, vous aurez un exemple de matériel québécois réalisé à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Matériel gratuit, disponible en ligne, qui vous sera présenté. Il s'agit du matériel ADEL que vous voyez à l'écran pour les 4e, 5e, 6e années. Les caractéristiques qui rendent ce matériel intéressant, c'est qu'à l'aide d'un pré-test et d'un post-test, on va vérifier les habiletés ou les compétences des élèves au regard de certaines stratégies précises, en indiquant à l'enseignant de quel type de stratégie il est question. Et si jamais ce sont des stratégies de compréhension où il y a de l'implicite, vous allez le voir dans la prochaine diapositive, on mentionne la catégorie d'implicite pour nous aider à faire des pistes pour nous aider à faire des interventions de qualité, c'est-à-dire exactement là où les élèves ont eu des faiblesses ou des difficultés. Et le matériel est entièrement livré pour faire nos interventions de qualité aussi. Alors, lire entre les lignes, c'est découvrir l'implicite. Donc, ça demande au lecteur de faire des inférences. Les inférences n'ont pas toutes la même valeur. Certaines inférences sont absolument nécessaires à la compréhension. Par exemple, les inférences anaphoriques, c'est-à-dire lier un mot substitut au bon référent. Dans une phrase, dans un texte, il est essentiel que le lien « il » qui est un chien ne soit pas le lien « il » qui est un petit garçon. Alors qu'un peu plus loin, ce « il » peut devenir le petit garçon propriétaire du chien. Il y a d'autres inférences qui sont dites des inférences optionnelles et d'autres qui naviguent un peu entre la compréhension d'inférences nécessaires ou d'inférences optionnelles. Alors, utiliser une certaine classification d'inférences va aider l'enseignant à être beaucoup plus explicite lors des différentes leçons ou mises en place qui vont être faites en classe avec les élèves. Ce qu'il faut retenir, c'est que le travail à faire avec nos élèves est important sur l'implicite, car il faut qu'ils découvrent, grâce à un enseignement bien structuré, que premièrement, l'implicite existe. Il faut qu'ils découvrent aussi qu'il y a différents types d'implicites, de lieux, d'agents, de temps. Il faut aussi qu'ils apprennent à juger de l'importance ou non de cette information, afin de décider qu'ils mettent en mémoire certaines informations et qu'ils en laissent tomber certaines autres qui semblent moins importantes. Sur la grille des indicateurs de la compréhension, alors toujours la grille qui est dans le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, un dernier élément jugé essentiel lors de la vérification de la compréhension et particulièrement auprès de nos élèves jugés fragiles, c'est de vérifier si l'élève connaît et utilise les stratégies et les connaissances et s'il est capable de faire preuve de métacognition. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le paradigme entre l'enseignement et l'apprentissage. J'enseigne, mais eux apprennent-ils? Lorsque l'enseignant constate qu'un élève a de la difficulté en compréhension, il doit chercher à savoir si cet élève sait mettre en place des stratégies
cognitive enseignée en classe. Par exemple, devant un mot nouveau, quelle stratégie l'élève appelle-t-il à son cerveau? Couper le mot en syllabes afin d'être en mesure de le lire, reconnaître un petit mot dans le grand, ce qui l'aide vraiment à trouver le sens d'un mot la plupart du temps, ou encore, c'est peut-être du côté des stratégies métacognitives qu'il faut chercher l'origine des difficultés de l'enfant. Alors l'enfant, l'élève, réalise-t-il qu'il faut s'arrêter pour se demander s'il a compris le mot, le bout de phrase, la phrase, le paragraphe qu'il vient de lire. Les stratégies de prise de conscience de la perte de compréhension, suivies de stratégies pour se redonner du pouvoir sur le texte, c'est-à-dire faire quelque chose et faire la bonne action pour redresser la situation afin d'activer de nouveau sa compréhension, nécessite de nombreuses modélisations et des pratiques guidées bien étayées. Cela nécessite aussi un vaste métalangage bien compris entre l'enseignant et l'enfant. Les mots syllabes, mots, phrases, paragraphes, stratégies rappellent qu'il est nécessaire d'utiliser et d'expliquer fréquemment aux élèves pour être certain qu'ils nous comprennent lors de nos modélisations. En guise de conclusion pour cette capsule compréhension, je vous offre quelques lignes issues de recherche et quelques questions qui nous aideront tous à réfléchir sur la compréhension. L'élève auprès duquel on intervient précocement a plus de chances de réussir en lecture. L'élève ne doit pas perdre de vue que l'objectif ultime de la lecture, c'est la compréhension. Les élèves qui ont de la difficulté en lecture, à la fin de la 3e année, n'atteignent pratiquement jamais un niveau moyen d'habileté en lecture à la fin du primaire. Les élèves sont donc de plus en plus placés devant des situations du lire pour apprendre en 4e, 5e, 6e année et ont donc de plus en plus de difficultés à comprendre ce qui est écrit dans le texte. Nous connaissons tous les taux de réussite et d'échec en lecture dans notre commission scolaire. Comment notre école se situe-t-elle face à nos taux de réussite ou d'échec? Quel rapport garçon-fille avons-nous au regard de la réussite en lecture? Le matériel que nous utilisons peut-il être qualifié de qualité au regard des indicateurs mentionnés dans cette présentation? Alors, ceci est la conclusion de notre première capsule compréhension. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine capsule.